Donc, bonjour tout le monde. Donc, la présentation pour la prochaine heure et demie va consister sur l'initialisation à l'intelligence artificielle. Donc, hier, Martin nous a présenté un peu la philosophie sur l'utilisation de ces outils-là. Maintenant, on va voir un peu plus qu'est-ce qui se passe en dessous du capot. Comment est-ce que le moteur tourne. Donc, on va commencer avec une petite introduction. On va ensuite démarrer avec les notions d'intelligence artificielle. On va voir ce qu'est un réseau de neurones. On va ensuite voir l'application des réseaux de neurones pour l'astrophotographie et l'astronomie de façon un peu plus large. Et on va terminer avec les conclusions. Donc, pour démarrer, on voit émerger depuis quelques années plusieurs programmes et modules d'intelligence artificielle qui se mettent à pousser un peu comme des champignons. On a eu les générateurs d'images où on pouvait donner un truc et nous générer des belles images de profil. On a eu ChatGPT plus récemment. On a eu des programmes comme Luminar ou Topaz qui utilisaient l'intelligence artificielle. Oups, j'ai commencé un petit peu trop tôt. Pas manquer grand-chose. On a vu les modules de Star Exterminator et en fait les Exterminator que Russell Crowe nous a sortis, ainsi que les modules StarNet et StarNet 2 qui étaient également présents depuis un moment. Bref, on voit ça apparaître un peu partout. La présentation actuelle a pour but de démystifier, comme je le disais, un peu le fonctionnement de tout ça, pour voir comment le moteur tourne et ainsi comprendre un peu mieux les enjeux qui y sont associés. Vous ne sortirez pas d'ici avec les connaissances requises pour créer une intelligence artificielle. Si vous voulez vraiment faire ça, il faut des années d'études et on a juste 1h30 ici. Donc, oubliez ça. Exactement. Mais vous allez déjà avoir une meilleure idée de à quoi ça ressemble. Et en fait, on va voir, comme je disais, un peu d'application pour l'astronomie et l'astrophoto. Disclaimer. Bien que j'ai quand même une certaine base de connaissances sur le domaine pour avoir joué avec, je ne suis pas ce qu'on appelle un data scientist, donc une personne spécialisée dans la création et la conception d'intelligence artificielle. Ne me demandez pas certains détails, je vais juste vous dire, je ne sais pas. Donc, j'en sais juste assez, en fait, pour savoir que j'en sais pas grand-chose. C'est un début. Donc, les notions d'intelligence artificielle. Si on commence avec un petit peu d'histoire, le but, c'est pas de passer 1 heure à juste parler d'historique, on passe rapidement. L'idée de créer des intelligences artificielles, c'est pas nouveau, loin de là. En fait, on a certains peuples de la proto-histoire qui avaient même déjà commencé à émettre des légendes reliées à des êtres artificiels qui auraient été créés par des maîtres artisans. La proto-histoire, c'est la période où les peuples ne laissaient pas vraiment de récits écrits, mais qui ont été relatés dans des récits écrits des civilisations suivantes. Des philosophes de toute époque se sont aussi penchés sur la question, et plus particulièrement sur la rationalisation de comment fonctionne la pensée et l'intelligence. Euclide, Descartes, Aristote et compagnie. Évidemment, ces gens-là ne se sont pas assis derrière un ordi pour commencer à coder quelque chose, ils ont simplement réfléchi sur des concepts. C'est vraiment au 20e siècle qu'on peut commencer à voir apparaître les technologies et connaissances requises pour voir apparaître les intelligences modernes qu'on peut voir. Et c'est avec la Seconde Guerre mondiale qu'on voit apparaître les premiers ordinateurs, donc les premières réflexions, avec la machine à briser l'enigma de Alan Turing. Les années 40-50 ont aussi emmené les premières notions des réseaux neuronaux que j'ai souligné en vert. Retenez le terme, même si vous l'avez déjà eu dans l'intro. Excusez-moi, pardon. C'est là qu'on voit vraiment apparaître les premières notions de l'intelligence artificielle moderne. Donc, ce n'est plus seulement un concept, mais qu'on peut arriver et dire « Ah, si on fait ça, ça va marcher. » Je coche là. Ce sera pas long, je vais juste placer mes sous ici. OK.
En 1950, Alan Turing, on lui en doit quand même beaucoup pour l'informatique, publie son article du Computing Machinery and Intelligence sur le thème de l'intelligence artificielle, justement, et il mentionne le fameux test de Turing. Le test de Turing, c'est un jeu où, par interposition, un ordinateur essaie de maintenir une conversation avec une personne. La personne doit déterminer si oui ou non elle a affaire à un ordinateur. Vous devinerez qu'avec ChatGPT, plus récemment, on commence à avoir de la misère pas mal à les détecter. Et en 1956, on a la première conférence où on dit vraiment, effectivement, si ça, on peut faire ça, ça marche. Par la suite, ce qui va vraiment limiter le développement des intelligences artificielles jusqu'à la fin des années 80, c'est les puissances des ordinateurs. Vous allez voir que créer des intelligences artificielles demande beaucoup de power informatique. Et quand ton ordinateur a de la misère à faire des additions, soustractions, ça ira pas très vite ou pas très loin. On a quand même un checkmark important dans l'histoire. En 1997, on a Deep Blue, une intelligence artificielle, qui avait battu Garry Kasparov aux échecs. Et c'est à partir de là qu'on commence à voir le développement exponentiel et l'accélération. D'abord lente, puis jusqu'à récemment, que ça sort de partout. C'était IBM, ça? Oui, il me semble que oui. C'est IBM. Il me semble que oui. Google a pris pas mal de devants depuis, mais... Ouais. Depuis, l'intelligence artificielle s'est répandue partout comme une traînée de poudre. On l'a dans l'exploration des données, la robotique industrielle, les reconnaissances vocales, les synthétisations vocales, les diagnostics médicaux, conduite autonome des véhicules, ça serait utilisé là aussi, la reconnaissance de documents, du traitement vidéo, les fameux deepfakes, où ce qu'on applique le visage de quelqu'un sur une autre personne. De la génération et du traitement de texte comme ChatGPT, justement, et du traitement et de la génération d'images, comme les Topaz Lab, Luminar et les Midjourney, DALL-E, etc. Sans oublier, évidemment, tous les outils spécialisés pour l'astrophoto. L'intelligence artificielle fascine depuis longtemps, comme on l'a vu, et elle s'est également glissée partout dans la culture populaire. Donc, que ce soit dans les jeux vidéo en tant qu'assistant ou comme antagoniste, on reconnaîtra GLaDOS. Dans les films également, All 9000 qui est devenu un méchant, ou Star Wars qui en est également infesté avec tous les droïdes. Bonjour, c'est trop pire. Et sans oublier un film culte qui a inspiré le thème de la présentation, La Matrice. Ben oui. Ben oui. Évidemment. Ben oui. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Ben, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle fait maintenant partie intégrante de nos vies. Parfois, à des niveaux où on ne s'en rend pas vraiment compte. Si vous dites Hey Google, donne-moi l'adresse de tel truc, c'est de l'intelligence artificielle qui est là. C'est pas des algorithmes compliqués qui viennent dire Ah, il a dit tel mot aussi ou ça. Il y a plusieurs personnes et entreprises qui vont la commercialiser, d'autres qui vont les utiliser à des fins professionnelles ou comme jouets. Par exemple, les générateurs d'images. Certains trouvent que ça va trop vite et voudraient mettre ça sur pause, d'autres pour différentes raisons, certains pour pouvoir prendre l'avance par en dessous et d'autres pour vraiment pour prendre le temps de réfléchir un peu. On a un petit effet Jurassic Park ici, quand même. Certains sont amusés justement par ces intelligences artificielles-là, d'autres y voient un potentiel incroyable, autant créatif que destructeur. Plusieurs pensent que la Troisième Guerre mondiale va être déclenchée par un deepfake. Et devant une telle affluence de ces intelligences artificielles-là, il faut prendre le temps de connaître un minimum le fonctionnement de celles-ci. De la même manière que quand l'ordinateur est rentré dans nos vies, il a été relativement important de comprendre un peu le principe de comment ça fonctionnait. Même chose avec l'Internet. On ne fait pas n'importe quoi avec l'Internet, on prend le temps de réfléchir un peu à ce qu'on fait dessus. Même chose avec les intelligences artificielles. Et c'est pour là qu'on est là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? En fait, l'intelligence artificielle moderne, en tant que telle, on peut dire que c'est juste un thème marketing. C'est un peu plate de même. C'est aussi le terme qui va décrire l'ensemble des recherches reliées au domaine en question.
Sous le terme marketing, ce qu'on va retrouver en réalité, c'est de l'apprentissage machine. Et l'apprentissage machine, ben, comme pour un humain, une machine peut apprendre, entre guillemets, par une répétition continue d'étapes jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant, soit aux yeux de l'ordinateur, soit aux yeux de l'humain. Il y a aussi ce qu'on peut appeler l'apprentissage profond, où ça va être justement beaucoup plus l'ordinateur qui va s'auto-évaluer pour dire « Ah, ok, je suis rendu assez bon ». L'apprentissage profond va servir principalement pour les jeux, comme par exemple les jeux d'échecs, où ce que l'ordinateur va jouer contre lui-même jusqu'à devenir le meilleur qui puisse être. Et sous l'apprentissage machine, on va retrouver nos fameux réseaux neuronaux, qui sont un arrangement de neurones artificiels inspirés des structures neuronales biologiques, nos cerveaux. Donc, qu'est-ce qu'un réseau neuronal? En réalité, les intelligences artificielles qu'on utilise de nos jours, ce sont toutes des réseaux neuronaux, sans exception. C'est grosso modo une machine à saucisse mathématique. On a une à plusieurs entrées qui vont être des nombres. On va donner ça au réseau. Le réseau va passer ça à travers une shit-tonne d'addition et de multiplication. Et on va avoir une à plusieurs sorties au bout qui vont être également des nombres. C'est très vulgarisation extrême de ce que je viens de faire là, mais c'est pas plus que ça au final. Les réseaux neuronaux vont avoir trois couches. On a trois types de couches plutôt. La couche d'entrée, donc on a des neurones qui vont recevoir l'information. Si on compare grosso modo, c'est comme les récepteurs qu'on peut avoir sur notre peau ou les sens qu'on va avoir. Par exemple, un humain pourrait avoir un neurone, en guillemets, qui pourrait être sa langue, un qui serait ses yeux, les réceptacles de douleur sur la peau, etc., qui lui permettent de recevoir l'information de son environnement. On a la couche cachée, qui va être tous les systèmes nerveux, en quelque sorte, qui vont emmener au cerveau. Donc, la colonne vertébrale et compagnie. Et on va avoir la couche de sortie au final, qui va être dans ce cas-ci le cerveau, où on va obtenir un résultat. Chacune des couches va être liée par ce qu'on va appeler des poids ou des tendeurs, pour un terme un peu plus scientifique. Donc, si on fait une représentation visuelle du truc, ça ressemble à ça. Donc, on a notre couche d'entrée. Je vais prendre la souris pour pointer ici, ici. Donc, la couche d'entrée. On peut avoir plusieurs couches cachées et on peut en avoir plusieurs dizaines à la limite, avec des nombres de neurones qui diffèrent. Quand je vous disais, demandez-moi pas certaines questions, qu'est-ce qui va déterminer le nombre de couches et le nombre de neurones par couche? Demandez-moi-le pas. Ça, c'est dans les études universitaires aussi. Et on a enfin les couches de sortie qui vont être représentées ici en bleu. Chaque trait jaune est associé à un poids avec lequel on va faire une opération mathématique. L'entraînement. Donc, une fois que la structure du réseau va avoir été établie par justement des data scientists, on va procéder à son entraînement. On peut comparer cette étape-là un peu à un élève qui apprend cette étape de multiplication. Un élève va arriver, va avoir sa liste de feuilles de multiplication et il va commencer à les réciter. 1 fois 1, 1 fois 2, 2, et etc. Le réseau va répéter son entraînement, comme je disais, jusqu'à ce que le résultat soit jugé satisfaisant. Ou cesse de s'améliorer. Parce que ça peut arriver que la structure soit pas bonne puis qu'on fasse bon, ben ça ne veut pas marcher, on recommence. Lors de la création d'un réseau, on va initialiser tous les poids à une valeur numérique aléatoire. Pourquoi aléatoire? Parce que ce serait en fait très contre-productif de tenter de les initialiser à la main. Si on les initialise à la main, on défait le concept de l'entraînement et donc de tout l'aspect d'intelligence relié à ça. Et en plus, le nombre de poids qui peut être à définir va être gargantuesque dans plusieurs cas. On va voir quelques exemples de tout ça.
L'entraînement, de tout en plus, a pour but justement d'auto-ajuster toutes les valeurs des poids à travers des fonctionnalités qu'on va voir un peu plus tard. Donc, le plus qu'on va faire avec les nombres aléatoires, qui vont être de toute façon remplacés par l'entraînement, c'est de tomber par chance sur les bonnes valeurs en partant. Donc, quand je parlais de taille de neurones qui pouvait être assez gargantuesque, Star Exterminator utilise 21 millions de poids. Avez-vous envie de setter un parent en main? Non. J'ai entendu un oui. Qui est sadomaso? OK. StarNet++ à 54 millions, ça te tente-tu encore? Ah ouais. Ah, courageux. J'irai jusqu'à Topaz, là. Mais l'autre, là. J'ai pas indiqué le nom parce que je n'étais pas sûr de la traduction, mais ça revient 10 exposant 12 poids à peu près pour ChatGPT. Ça, je vous laisse imaginer le nom. Mais là, ça se passe où? Ça se passe chez eux? Mettons, non, ça se passe dans mon ordinateur. Star Exterminator, ça se passe sur ça se passe dans ton dans mon ordinateur. ordi, c'est beau, hein? Oui, C'est pour ça qu'on a en fait, ça va dépendre dans certains cas. Il y a des cas où ça va être plus optimal de juste ramasser l'entrée et de l'envoyer vers un réseau de neurones cloud. Puis il y a certains cas où ça va être plus optimal de faire exécuter le réseau neuronal sur l'ordi local. Par exemple, un Star Exterminator, tu n'as pas nécessairement envie de faire uploader un fichier XIF de 500 MB pour redownloader un autre, en fait potentiellement 2 fichiers de 500 MB chacun. Alors que, par exemple, Google, c'est probablement dans le cloud. Oui? En fait, l'entraînement est fait par la compagnie qui développe le modèle. Oui. Va être fait. Donc, l'entraînement est fait par eux. Puis, une fois que le modèle est créé, on a arrêté son entraînement, là, on peut l'exporter dans d'autres machines. Okay. Et c'est ce qui se passe avec Star Exterminator ou n'importe quel autre modèle d'intelligence artificielle. Exact. Quand vous downloadez le module d'intelligence artificielle de Star Exterminator ou de Blow ou peu importe, vous downloadez en fait un export du réseau neuronal dans la configuration où on a arrêté son entraînement. Donc, ce que vous downloadez en réalité, ce n'est pas du code, c'est une pléthore de chiffres qui ont été déterminés de manière semi-arbitraire. Donc, le nombre va être déterminé d'avance, les nombres dedans, la quantité de nombres est relativement arbitraire, les nombres dedans sont générés par entraînement. Les données d'entraînement, ça c'est quand même une partie intéressante justement. L'entraînement va requérir ce qu'on va appeler justement un ensemble d'entraînement qui va être constitué de paires de données. Une paire qui va constituer l'entrée, donc ce qu'on va donner au réseau, et une autre donnée qui va constituer ce qu'on attend comme résultat. Si on continue de comparer avec nos tables de multiplication, ça reviendrait à donner justement nos deux nombres en entrée, mettons 1 et 2, puis on a notre sortie attendue qui serait 2 dans ce cas-ci, parce que 1 fois 2, 2. Des grandes révélations matin. Non, ça aide pas. Ça aide. Donc, dans la recherche scientifique avancée, comme par exemple les trous noirs, où les données sont plutôt rares, on va procéder à une création d'un ensemble qui va être appelé synthétique à ce moment-là. Quand on essaie de l'éviter, mais parfois on n'a pas le choix. Les ensembles de données vont habituellement requérir une intervention humaine pendant un certain temps, parce qu'il va falloir le créer. Certains ensembles de données vont être faciles à créer, par exemple un AI, une intelligence artificielle de débruitage d'image, c'est facile. On prend une image pas de bruit, on insère du bruit dedans par un programme, puis on entraîne le modèle à retirer le bruit qu'on a inséré artificiellement. Une extraction d'étoiles, ça c'est souffrant parce qu'il faut créer un ensemble de données où ce qu'on va devoir effacer à la main les étoiles dedans. C'est le fun avec le cœur de la Voie lactée. La loss function va être ce qui va, grosso modo, la fonction qui va permettre d'évaluer le résultat à la sortie pendant l'entraînement. Donc, si on reprend encore nos tables de multiplication, on dit 1 et 2, puis que le réseau neuronal nous donne 25, ben parce que oui, il va faire ça au début. Et même pire.
On va pouvoir faire la soustraction, par exemple, pour rester très simple, on va faire la différence entre 25 qui est le résultat obtenu et 2 qui était le résultat attendu, puis on va dire, bon, ben, tu es à 23 de différence, tu n'as pas été bon. La loss function va permettre d'établir ce score-là. Par exemple, ici, j'ai mis un exemple qui est relativement basique, mais plus que le réseau va être compliqué, plus qu'on va s'attendre à une fonction compliquée. Et plus petite la valeur de résultat de la loss function va être, plus proche on va être de la bonne réponse et donc de la complétion de l'entraînement. Et par application d'encore plus de mathématiques, qui ça aussi est une boîte noire à mon niveau, on va prendre le résultat de la loss function et on va aller recalibrer les poids par le résultat. Donc on va arriver puis on va dire, ah, on a obtenu une grosse différence, on va appliquer une grosse correction dans les poids du réseau. Petite différence, on va être plus parcimonieux. Est-ce qu'à date ça va? Donc, on procède avec une amélioration dite graduelle. Les premières améliorations, on s'attend à ce qu'elles soient très rapides, donc on va voir un gain rapidement, mais on va de plus en plus s'approcher de la perfection sans jamais l'atteindre pour des raisons techniques. On procède aussi sans vouloir dépasser, parce que si on dépasse, on va atteindre un autre état que je vais vous montrer un peu plus tard. Bon, ça, c'est une courbe relativement simple, mais en réalité, les courbes d'amélioration vont plutôt ressembler à ceci. Tout dépendant de où nos nombres aléatoires vont nous partir, ça se peut qu'ils nous partent ici et que l'amélioration nous descende dans le trou ici, ce qu'on va appeler un minimum local. Malheureusement, on aurait peut-être voulu plutôt arriver dans le trou qui est là, qui aurait été encore mieux. Ça, c'est l'inconvénient de partir avec des nombres aléatoires. Ceci dit, il n'y a rien qui nous interdit, lors de la création d'un réseau de neurones, d'arriver et de dire, bon, je prends ma structure, je la pars avec un ensemble de nombres, je l'entraîne jusqu'à son meilleur, puis après ça, je la sauvegarde une fois rendu là, et après ça, je repars avec des nouveaux nombres et je refais l'entraînement en espérant obtenir un meilleur résultat. Parce que oui, créer un réseau de neurones, c'est beaucoup d'essais. Donc au final, la boucle d'entraînement va ressembler à ceci. On va prendre une paire d'entrée-sortie, on va la passer à travers le réseau pour évaluer la performance de la configuration actuelle des poids. On va comparer le résultat obtenu avec la loss function. On va calculer la propagation de la correction à appliquer. Donc, ensuite, on applique la mise à jour sur tous les poids du réseau. Tous. Là aussi, vous ne voulez pas le faire à la main. Sauf monsieur ici. Et après ça, on répète jusqu'à ce que l'amélioration du réseau soit négligeable. On procède toujours avec une nouvelle entrée. Parce que, encore une fois, si on procédait toujours avec les mêmes entrées jusqu'à ce qu'il pardonne parfaitement la bonne réponse à une entrée, on va encore arriver à l'état de la diapositive suivante. La boucle de l'entraînement peut prendre de quelques minutes à plusieurs semaines. Par exemple, un jeu d'échecs, j'ai un blanc sur le nom, mais l'intelligence artificielle de Google qui joue aux échecs, ça a pris des mois. Star Exterminator, ça a pris 2 semaines à entraîner. Et il y a des réseaux plus petits qui peuvent prendre quelques heures. Plus c'est complexe. Plus c'est complexe, plus ça va être. réponse attendue. Ouais. Ben, si sa puissance de calcul est augmentée, voilà. Ça c'est un moyen d'accélérer les choses, oui, mais parfois, un exemple qu'on aime bien utiliser en informatique, c'est pas parce qu'on a 9 femmes qu'on va avoir un bébé en 1 mois. Il y a des choses qui prennent du temps à faire, peu importe la quantité de ressources que tu vas mettre dessus. Ouais. Oui. Question, David. Pour la boucle d'entraînement va dépendre de ce qu'on donne comme entrée basée sur un environnement. Alors, ma question, c'est que si la boucle d'entraînement arrive à un résultat basé sur les inputs qu'on donne, mais l'environnement change, et puis l'input n'est plus représentatif de toutes les variations qu'on peut avoir en réalité. Ça veut dire que
les prédictions du système d'intelligence artificielle va avoir un blind spot, si on veut, quelque chose dans sa vision qui ne l'amène pas à la bonne réponse. Comprends-tu ce que je veux dire? Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Si j'imagine un petit peu plus, l'entraînement va consister non pas à vouloir obtenir systématiquement un résultat attendu, ça va plus être un peu comme si on est en kayak. On essaie d'atteindre un point, mais tout en réajustant de façon continue avec le courant de l'eau, le vent, etc. L'idée aussi de changer les entrées, c'est qu'on ne veut pas que le réseau apprenne par cœur un résultat. Si on continue avec nos tables d'entraînement, nos tables de multiplication, puis en fait, je vais en parler tout de suite. Si l'étudiant en question apprend juste par cœur les tables de multiplication, il ne comprendra pas le concept de la multiplication. Il va simplement apprendre les 13 par 13, 167, me semble, en tout cas, multiplication de 0 fois 0 à 12 fois 12. Il va les apprendre par cœur. Puis, quand on va lui donner 13 fois 14, ben, il va se mettre en petite boule et puis il va se mettre à shaker parce qu'il ne saura plus quoi faire. On va juste, si on prend l'exemple d'astronomie, le Blur Exterminator, lui, il est basé sur un certain algorithme qui va dépendre de ton état initial, le genre d'image que tu vas avoir. Right? Oui. Elle va t'amener à une solution optimale. Mais ça va dépendre des inputs que tu lui donnes. Si tu l'entraînes à prendre l'analogie, à sauter, à marcher, à grimper, mais tu oublies de l'entraîner dans l'acrobatie, un exemple. Ou à nager, mettons. Oui, c'est ça. Il ne va pas savoir comment nager quand le temps va venir. Donc, l'exemple de Blur Exterminator, il est basé sur l'environnement, la variation de l'environnement qu'on lui a donné. Oui. Parce que ma question, c'est que si l'environnement qu'on lui a donné est incomplet, bien qu'il y ait un changement, là, tout le système devient faible en termes de performance, non? Effectivement, Blur Exterminator ne sera pas très bon pour traiter les photos de chat. Et en fait, Blur Exterminator et Star Exterminator, en fait, la majorité des modules d'intelligence artificielle va souffrir jusqu'à un certain point d'un phénomène qu'on appelle justement le surentraînement. Le surentraînement va survenir quand un réseau neuronal va devenir trop bon avec l'ensemble de données. Comme par exemple, justement, les Star Exterminator vont être très bons à effacer des étoiles, ou mettons, Blur Exterminator va être très bon à affiner les détails des galaxies, mais justement, il ne sera pas bon pour traiter une photo de chat. Parce qu'il va tomber sur un chat et il va faire, je ne sais pas de galaxie. C'est ça. Fait que dans un sens, il est surentraîné de ce point de vue-là. Ou spécialisé. Oui, ben en fait, oui. Dans ce cas-ci, le vrai terme, Blur Exterminator, on le veut spécialisé pour nos images d'astronomie. Mais je comprends le concept de surentraînement aussi. Oui, mais il devient pas bon à faire d'autres choses. Voilà. Un peu comme un médecin deviendrait surentraîné à faire des chirurgies du cœur et qui deviendrait un mauvais ophtalmologiste. Ça devient un peu le même principe, un plombier qui ne sera pas bon pour réparer des pannes électriques, etc. Mais David, excuse-moi, continue. Vas-y. Non, j'allais dire, même pour faire des galaxies, il faut qu'ils soient entraînés correctement, dans le sens que il y a toutes sortes de galaxies, des grandes, des petites, des elliptiques, toutes sortes de puis des galaxies avec certains genres de détails, du H-alpha, des genres comme ça. Si l'environnement qu'on lui donne est réellement représentatif de tous les genres de galaxies qu'on peut avoir, puis on l'entraîne correctement, il va t'amener à des bons résultats. Oui. Mais si par contre, dans l'entraînement qu'on lui donne, il manque une sorte de galaxie ou une variation, je pense qu'il ne va pas savoir quoi faire. Absolument. Effectivement, si on ne lui donne pas assez de variété de galaxies, il va tomber sur un type et il ne sera pas bon pour la traiter. Et ça devient aussi un surentraînement parce qu'exemple, il va devenir surentraîné sur, disons, les galaxies spirales, mettons. Mais quand il va tomber sur une galaxie barrée, il ne la reconnaîtra pas. Ça devient une forme de surentraînement.
Pour éviter le surentraînement, on va justement s'assurer d'avoir un ensemble de données le plus vaste possible. Si on veut entraîner un algorithme à reconnaître des chats, ben, il faut lui donner la plus grande variété de chats possible. Donc, des gris, des noirs, des bruns, des rayés et compagnie. Si on lui donne que des chats noirs, il va reconnaître seulement les chats noirs. Et oui, c'est exactement le problème que tu décris, c'est un problème de surentraînement. Parfois, on n'a pas le choix de commencer avec ça. Par exemple, la recherche avec les trous noirs, ben, on n'a pas grand exemple de trous noirs. Fait qu'on va commencer par reconnaître ce qu'on est capable de reconnaître. Et à partir de là, on peut procéder par itération. On crée un réseau un peu surentraîné, mais qui va nous aider à créer un plus grand ensemble de données. Par exemple, une extraction d'étoiles, on peut commencer avec un réseau neuronal qui va être bon pour extraire les petites étoiles, mais moins pour les grosses. Mais si au lieu d'avoir 3000 étoiles à effacer par image, il nous en reste 200, ben ça nous donne quand même une bonne base de départ pour créer un ensemble, pour aller traiter plus d'images pour enlever les étoiles. Puis après ça, lui apprendre à effacer les plus grosses étoiles à partir de là. D'ailleurs, Russell Crowe demande aux utilisateurs, quand ils rencontrent un problème, de lui faire parvenir soit l'image ou etc. sur laquelle ça a bugué, parce que lui, il va le rentrer dedans, il va l'étudier, puis il va le rentrer dans son système. Les mises à jour, il est rendu là. Il est rendu là dans ses mises à jour. Oui, effectivement. C'est nous qui la faisons, quand on apporte un problème qu'on a eu. Exactement. Un traitement de tel objet. C'est que Russell Crowe avait aussi étendu son ensemble de données avec les images de James Webb. Donc maintenant, Star Exterminator est capable d'effacer non seulement les aigrettes en croix, mais aussi celles en 6-8 blanches. Mais ils ne sont jamais aussi bons que le meilleur résultat que tu vas y avoir fourni durant l'entraînement. Non, effectivement. Et le travail manuel va toujours rester le meilleur parce que justement, les réseaux neuronaux arrivent à une moyenne de l'ensemble du résultat, on peut dire, de ce qu'on va y donner. Et il prendrait jamais des par lui-même, par exemple, pour enlever les aigrettes que tu disais. Non. Non. Effectivement, il n'y a pas de décision. Oui, c'est ça. C'est juste, tout se passe par des calculs mathématiques auto-calibrés par l'entraînement. Il n'y a pas de prise de décision en tant que telle. Je pensais qu'il y a eu, quand on parlait de l'intelligence artificielle, il y avait aussi une notion de décision prise par lui-même en fonction de l'expérience, etc. L'entraînement va amener une certaine forme de décision, mais une fois que l'entraînement est terminé, il réplique son algorithme tout simplement. On va maintenant procéder à une démonstration simplifiée de comment ça fonctionne, le réseau neuronal au final. Donc, on va supposer un réseau de neurones dont le but est de déterminer le salaire approximatif de quelqu'un. Je vais devoir passer ça ici tout de suite. Donc, qu'est-ce que ça a à voir le salaire avec l'astrophoto? Ben, à part la capacité de voir qu'est-ce qu'on peut s'acheter, absolument rien. C'est juste que c'est beaucoup plus simple à imager qu'un réseau qui va faire directement une opération de calcul plutôt qu'un réseau qui va aller traiter des images. On va revenir un petit peu sur les images. On va lui fournir 4 entrées. Son âge, son ancienneté, son emploi actuel. Est-ce que c'est un emploi physique? Donc, de 0 à 1. 0, ben, il est complètement assis sur sa chaise à longueur de journée. 1, il est debout à longueur de journée. Puis, est-ce que c'est un emploi intellectuel? 0, ben, il fait juste visser des vis à longueur de journée sans se poser de questions. Puis 1, ben, il passe sa journée à réfléchir. Un programmeur, par exemple, serait pas mal 0 dans le physique, mais 1 dans l'intellectuel. Le plombier, ben, il serait à peu près 0.5 parce qu'il faut qu'il bouge, mais il faut aussi qu'il réfléchisse à où est la fuite. Un assembleur sur une chaîne de montage qui fait juste visser des pneus, il est dead brain. C'est quand même très peu d'informations, mais comme je disais, l'idée c'est juste d'offrir un exemple d'à quoi ça ressemble. Donc, on va sortir un peu du PowerPoint. En fait, on veut réduire les possibilités. Oui. Donc, je nous ai programmé un petit programme qui apparaît malheureusement dans l'autre écran. Fait qu'on va partir ça ici. Donc, on construit notre réseau. Oh, je ne m'attendais pas à ce que le visuel ait l'air de ça ici. J'avais placé un peu mieux mes textbox. Bon. Ah, je pense que je sais pourquoi.
Oui, c'est pas grave. Bon. Donc, on a nos 4 entrées. Souris. Ici, bon. Fait qu'on a nos 4 entrées ici. On a 2 couches cachées en vert. Une à 6 neurones, une à 3. Demandez-moi pas pourquoi j'ai fait ça. C'est juste des nombres arbitraires qui sonnaient relativement beaux visuellement. Et on a une sortie qui correspond à notre salaire approximatif. Fait qu'on va déterminer des poids au hasard, entre moins 500 et 500 dans ce cas-ci. On voit qu'il y a quand même une bonne répartition. On a des nombres négatifs, des nombres positifs. On va donner des entrées aléatoires. J'ai mis des entrées aléatoires ici parce que j'avais pas envie de me casser la tête à créer un ensemble d'entraînement. Donc, on va rester sur des nombres aléatoires. Fait qu'ici, on a généré une personne de 77 ans avec 44 ans d'ancienneté. Elle doit être proche de la retraite. Surtout que son emploi est relativement pas pire physique et très intellectuel. Fait qu'on va exécuter. Donc, ce qui se passe, c'est que pour chacun des neurones, donc mettons notre 77, on va le multiplier par le poids. Donc, 77 fois 496,19, ce qui nous a pas donné ce nombre-là ici, mais c'est quand même, mais on a stocké pendant un certain moment la valeur de ça. Et on va faire ça à 77 fois tous les poids. Donc, soit 85, 424, 495, 412, 445, et ainsi de suite. Ça nous a populé des valeurs partout. On fait la même chose avec lui. 44 fois le 102, qui est le poids entre le réseau et ancienneté et le premier ici. J'ai dit réseau, mais c'est neuron. Là, on avait déjà une valeur ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a additionné les deux. À multiplication et addition. Si on multiplie par un nombre entre 0 et 1, ça devient une division par une opération mathématique. Et si on additionne avec un nombre négatif, ça nous crée une soustraction. Donc, on a fait ça avec chacun des neurones. On répète le même principe à travers toutes les couches. Donc, on prend notre résultat, 33 807,31, et on le remultiplie par chacun des poids vers chacun des réseaux des neurones ici. Et on répète, et ça nous a donné un salaire de... Il doit de l'argent. Il doit de l'argent. Il faut payer ses impôts. Faut qu'il fasse un gros. Fait que là, on se rend compte direct en partant avec notre class function que 1, c'est vraiment un gros chiffre. Il est mal entraîné. Ouais. Et de 2, il gagne pas d'argent, il en perd. Fait que de toute évidence, ça marche pas. Fait que là, ben, la loss function calculerait justement une grosse correction à appliquer. On pourrait déjà arriver par les connaissances qu'on vient de dire, les informations que je viens de vous dire là, que d'avoir des poids négatifs n'est peut-être pas une bonne idée. OK. Fait qu'on applique une correction. Là, normalement, là, c'est moi qui l'a fait, mais ce sera tout automatisé avec un programme qui calculerait pour dire ah, OK, il faut que j'applique une correction de fois 0,025, mettons, sur l'ensemble des poids. Puis je dis ça, mais ça va être beaucoup plus. Ce ne sera pas uniforme. Ce ne sera pas, mettons, j'applique 0,25 fois 0,25 à tous les poids. Lui, il pourrait décider de faire fois 2. Puis lui, fois moins 25. OK. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Ça prend les cours universitaires. Et, fait que je vais randomiser à nouveau mes poids. Fait que maintenant, on n'a plus de nombres négatifs. On va refaire une nouvelle entrée. Ah! 20 ans, 0 ancienneté, pas très physique, relativement intellectuel. OK. Et on exécute à nouveau. Donc, on a encore nos additions et nos multiplications qui vont se passer. On va y donner un petit moment. Ça va mal finir. C'est bon, c'est effrayant, ça. Ouais, bon, ben, à moins qu'il gagne en yens ou en dollars du Zimbabwe, d'après moi, son salaire est beaucoup trop élevé. Mais On va travailler avec lui. Hein. il n'y a pas d'ancienneté en plus, c'est payant. Ouais. C'est le bon Fait que là, encore une fois, on aurait une rétroaction effectuée par la loss function pour dire, ben, peut-être que tes poids à 500 sont trop gros. Je le réfléchis de même, mais en réalité, ça se passe tout, encore une fois, automatiquement. Je vais y appliquer vraiment une très grosse correction parce que quand j'ai fait mes pratiques, entre 8 et 10 donnaient pas mal des résultats intéressants. Donc, 64 ans, 19 ans d'ancienneté. David, Oui. les interventions que tu as faites sont basées sur ta réalisation que les salaires qui sont générés n'ont pas de sens.
Comment est-ce que l'ordinateur va savoir ça puis s'ajuster? Normalement, on aurait une vraie série où ce qu'on dirait, OK, une personne de 77 ans avec 24 ans d'ancienneté, mettons, avec ces types d'emplois-là, devrait gagner X. OK. Fait qu'on serait arrivé puis on aurait dit, ben, notre chiffre pas d'allure versus X, ben, le salaire, il est pas bon. Alors que là, ben, il est quand même... Ouais, ça fait C'est payant. 178 000, ouais, ça peut... Ça pourrait. Ça pourrait. Il a quand même 64 ans, il a presque 20, il approche la vingtaine d'années d'ancienneté, relativement intellectuel. Ça pourrait être un programmeur COBOL. Ouais, ça fonctionnerait de gagner presque 180 000 par année. Dans ce cas-ci, là, évidemment, on y va un peu à notre gros bon sens, mais on aurait effectivement une longue liste d'employés avec les différentes entrées qui sont là, puis le salaire attendu. Probablement que dans ce cas-ci, on aurait, dans nos données d'entraînement, on aurait un certain range pour dire, bon, tel type de personne devrait gagner entre X et Y. Si tu es dans ce range-là, tu as eu bon. Si tu n'es pas dans ce range-là, calcule la différence. Et c'est à ça que ressemble l'entraînement au final. Mais de façon automatisée, avec des entrées prédéfinies par le dataset d'entraînement et qui se passerait beaucoup plus longtemps. Mettons ton exemple premier de ton monsieur de 77 ans, la réponse vraisemblablement Qui donnait un nombre négatif. et était absolument irréelle. Ouais. Bon. Mais moi, je veux régler ce cas-là. Qu'est-ce que je fais? C'est Je veux régler le cas du gars de 77 ans qui a telle caractéristique, puis je veux savoir c'est quoi son salaire au bout de l'année. Ça, c'est quelque chose qui aurait été déterminé d'avance. Quand on crée le dataset d'entraînement va être déterminé avant l'entraînement. Un peu comme les tables de multiplication existent depuis des milliers d'années, en fait. Presque. On connaît déjà les réponses à ça et on entraîne notre réseau pour atteindre ces réponses-là. Quand on entraîne un réseau de neurones pour obtenir une image sans étoile, ben on a une image avec étoile, puis on a à côté une image où on a déjà extrait de nous-mêmes les étoiles. C'est là que je vais aller. Et c'est vers ça qu'on veut tendre. OK. Donc, on connaît déjà la sortie, comme le professeur, dans le fond, qui arrive et il dit 3 x 3. Ben, c'est ça. Oui. Dans un article, j'avais vu une petite image qui résume là, tout à fait ce que tu viens de dire. C'est que dans l'opération traditionnelle, que j'illustre par une boîte, mes intrants vont être mes données, puis mon programme, puis ça va me donner mes résultats à la fin. Ça, c'est la façon traditionnelle de fonctionner. On a écrit un programme pour prendre des données et obtenir un résultat. L'intelligence artificielle, c'est que là, ma boîte, mes intrants se trouvent à être mes données, mes résultats, puis l'intelligence artificielle va créer mon programme. Ouais. Et le programme, c'est ce que je vais utiliser après. Donc, il va avoir été l'intelligence artificielle va avoir entraîné, produit le programme, puis je vais pouvoir l'utiliser après. En fait, l'entraînement va créer le réseau de neurones qui va être appliqué après ça. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi la somme des poids de chaque entrée n'est pas égale à 1? Parce qu'au niveau probabilité, habituellement, tu vas avoir une chance de X de t'en aller vers tes neurones. Puis, je sais pas trop, est-ce que ça peut se faire entre 0 et 1 en fait, ou peut-être moins 1 et 1 si tu veux avoir des points négatifs? Parce que c'est ça, au niveau de probabilité, j'ai X chances d'aller là, je vais en avoir un moins. On les fait en fait, on fait les trucs systématiquement, on les fait absolument tout. OK, il y a le concept de fonction d'activation qu'on peut appliquer sur chacun des neurones, où ce qu'on pourrait arriver, par exemple, dire le neurone ici, mettons, exemple, il n'a pas atteint la valeur de 500, exclue-le pour la couche suivante. Ça, c'est le genre de truc qu'il est possible, puis ça fait partie de la définition de l'architecture du réseau qui demande les études universitaires pour dire pourquoi on a fait ça là et pas à l'autre. À ce moment-là, les poids de chacune des entrées qui s'en va vers ce neurone-là seraient égal à 0 pour ne pas activer ce neurone. Voilà. Par exemple, ouais.
C'est pour ça que je me demandais, c'est parce que j'ai fait Mais après ça, pourquoi est-ce que la somme des neurones ou de... Il n'y a pas des neurones, en fait, des poids. La somme des poids, c'est... les poids sont déterminés de façon aléatoire. Mais c'est ça, normalement, on mettrait entre 0 et 1, puis la somme des poids serait 1. La somme de tous les poids d'une entrée, là. Mais c'est pas nécessairement. Peut-être que dans la vie, ça marche pas de même. Non, c'est une forme d'autodétermination, d'où le fait qu'on appelle ça une forme d'intelligence artificielle, c'est qu'il s'autodétermine. De la même manière qu'on doit apprendre nos tables de multiplication pour comprendre la logique d'une multiplication, lui va apprendre à traiter des images d'étoiles vers sans étoiles pour s'autodéterminer ses propres poids à travers l'entraînement. Mais il n'y a pas de logique particulière qui va être appliquée. La seule forme de logique qui va être appliquée là, c'est la loss function qu'on va y déterminer. En fait, pas la loss function et la fonction de propagation des poids. De correction des poids, en fait, plutôt pour utiliser le bon terme qui va arriver, puis dire t'es arrivé trop loin du résultat, je te mets une grosse correction, t'es arrivé proche, je te mets une petite correction. Puis pourquoi après ça que lui subirait une correction de fois 25, puis lui divisé par 2, ça dépasse mon niveau. C'est là qu'on a besoin du baccalauréat, puis je pense même de la maîtrise pour accéder à ces œuvres. Les connaissances du pourquoi. Par curiosité, as-tu essayé entre si tu mets ton max à 1 puis ton min à 0? Je ne l'ai pas essayé, on peut le faire, c'est pas très long. Dans le fond, David, c'est une forme d'optimisation mathématique où les poids et les corrections sont déterminés mathématiquement pour générer le plus proche possible des réponses attendues. Exactement. C'est difficile de donner une meilleure définition. Donc on va le laisser aller. Moi, j'ai hâte de voir, je suis curieux de. Peut-être ça va lui faire un petit salaire de crème-fin. Effectivement. Ah, mais 62$ à l'heure. C'est très bon. Oui. Si on voulait déterminer le salaire horaire d'une personne, ça pourrait fonctionner. Mais là, encore là, c'est nous autres qui déterminent puis qui arrivent, ouais, ok, ça fonctionne. Mais. Parce que c'est ce qu'on veut. C'est le minimum que je vais payer à mon plombier, là, qui au niveau physique et intellectuel, il est à peu près là. Il y a des décisions importantes à prendre et tout. Ben, c'est à peu près ça, là. Ouais. Minimum. Pour un salaire horaire, ça fonctionne. Ah ouais. L'employé du McDo, peut-être un peu moins. Mais l'employé du McDo aurait probablement un peu plus haut au physique, puis la moitié moins en intellectuel. C'est ça. Parce qu'il faut qu'il réfléchisse, dire ok, je suis rendu à telle place dans mes commandes, mais il n'y a pas besoin de réfléchir puis de dire ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre 2 tasses de sel sur mes frites? Non. Il arrive, il fait ça, puis il passe à autre chose. Mais David, dans le cas que tu nous montres, à chaque simulation, tu changes les données d'entrée. Oui. Si on ne les changeait pas, les données d'entrée, puis on voyait converger peut-être le chiffre à la fin vers quelque chose. On deviendrait surentraîné pour cette personne-là. Cette personne-là, c'est ça. Fait que c'est dans l'ensemble de tous les essais que tu fais qui convergent vers une valeur qui fait du bon sens. Exact. Pour tout le monde. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Un peu comme j'ai montré hier, ceux qui étaient là, je ne sais pas si tout le monde ici était là, mais j'ai montré les images un peu modifiées ou un peu étranges de la Joconde, avec la Joconde en disant mais l'intelligence artificielle, essentiellement, ce qu'on lui dit, c'est tu prends ça et tu me le transformes à travers ton réseau neuronal pour arriver à cette image-là. C'est un peu la même affaire. On change les données d'entrée, on passe ça à travers la moulinette, la machine à saucisse du réseau neuronal, qui est entraînée, puis à la fin, on s'attend à voir un truc de même. C'est ça, il y a un concept de vérité là-dedans qui est important. C'est le chiffre à la fin, là, on veut qu'il soit. On s'attend à quelque chose. C'est ça l'entraînement du modèle. Oui, et on le compare avec une réponse que l'on connaît déjà, puis on essaie de tendre pour que chacune des entrées de notre donnée, notre set d'entraînement, qu'elle soit le plus proche possible. Sans non plus nécessairement attendre qu'il ait 100% raison, parce que comme je disais, il va être surentraîné pour notre ensemble de données, et ça revient à notre élève qui aurait appris par cœur l'étape de multiplication de 0 x 0 à 12 x 12, mais que si on lui donne 25 x 13, il va tomber en petite boule puis grelotter. Il y a certainement des différences en dessous du capot entre les différentes versions de StarNet, StarNet 2 puis Star Exterminator dans la mathématique, mais essentiellement, à la fin,
D'avoir un résultat qui fonctionne, c'est ça qui est attendu. Autrement dit, si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a quelque chose dans le modèle qui n'a pas fonctionné. C'est pour ça que les développeurs veulent avoir les modèles qui ne fonctionnent pas ou les choses qui ne fonctionnent pas, qui sont très intéressés à voir les cas où est-ce que leur modèle n'a pas fonctionné. Exactement, pour justement après ça leur enseigner et dire, bon ben en passant, tiens compte aussi de ça dans ton entraînement pour faire appliquer la petite correction supplémentaire dans le réseau pour ceux-là. Ne serait-ce que pour Star Exterminator, dans la courte période de son existence, les quelques itérations qu'il a faites de son réseau raisonnable, on a vu l'évolution. À un moment donné, dans les premières versions, il y avait des étoiles qui oubliaient, il ne les voyait pas, le pouf, il restait là. Puis là, à un moment donné, dans la version suivante, tout disparaît. Il y a juste la nébuleuse, la galaxie. Puis là, maintenant, toutes les petites crises de galaxies sont toutes là. Ils ne touchent pas. Les étoiles sont toutes parties. Mais toutes les petites chiures de galaxies, impossible. Et pas juste ça, il l'a aussi amélioré parce qu'on peut arriver et dire élimine-moi les étoiles. Par quoi? Un rond noir? Voilà. Un éléphant? Il a appris à générer un remplacement qui faisait aussi du sens. Exact. Qui tenait compte du bruit de l'image autour également. Donc, si tu travailles, tu le fais exécuter sur une image bruitée, il va essayer de mettre un contenu à peu près bruité pour éviter de dire il y avait une étoile là, puis tu le sais très bien parce qu'à cet endroit-là, ton bruit devient totalement lisse. Voilà, ouais. Oui. Quand un modèle est entraîné, je veux dire des chiffres comme ça, là, mettons, avec 1 million de données initiales et de résultats attendus, si je fournis 100 000 données supplémentaires, est-ce que j'aurais besoin de repartir l'entraînement à zéro à partir des 1 100 000 données, ou je peux juste réentraîner, en fait, en fonction de ce que j'ai déjà appris, dire, ben là, maintenant, tiens compte de ces cas-là, puis avoir un entraînement plus court? Pour ce que j'en sais, tu recommences à zéro l'entraînement. Tu repars, puis tu espères avoir... D'où le fait que dans certains cas, on va avoir des comportements qui vont être... des variations de comportements qui vont sembler un peu étranges entre les différentes versions d'un réseau. Par exemple, Star Exterminator, une version, il effaçait une étoile, la version d'après, qui devait pourtant être mieux, a décidé qu'il ignorait cette étoile-là. Pourquoi? Parce que son nouvel entraînement est parti à partir de nouveaux poids aléatoires, a inclus des données supplémentaires dans son entraînement et a finalement emmené à la conclusion que cette étoile-là, il devait maintenant la laisser là plutôt que de l'exclure, de l'effacer plutôt. Donc non, pour ce que j'en sais, on va tout simplement repartir. Il y a certains réseaux neuronaux qui peuvent être fournis de base avec une forme de pré-entraînement, puis à partir desquels on va comme surentraîner à une spécialisation. Mais ça, c'est une partie que je connais moins puis que je suis moins sûr. Je m'avancerai pas plus dans ce détail-là, mais pour ce que j'en sais, par défaut, tu rajoutes quelque chose, tu recommences. Merci. En fait, je n'ai plus besoin de ça, fait que je vais le fermer. J'espère ne plus en avoir besoin. Donc, voici. OK. Donc, en retour de notre petite démo, notre modèle était quand même, comme je disais, était quand même très léger. On aurait pu ajouter plus d'entrées pour plus de précision. Par exemple, est-ce que c'est un emploi dangereux? Le niveau de scolarisation requise pour l'emploi en question? La performance annuelle de l'employé? Le genre de l'employé? Est-ce un homme, une femme et d'autres biais humains que si on veut vraiment tenir compte, on n'a pas le choix d'inclure. D'où le fait que certains réseaux neuronaux vont devenir racistes en quelque sorte, ou sexistes. Et ce réseau comptait seulement 45 points. On a vu que c'est vraiment peu par rapport aux autres réseaux neuronaux qu'on a vu plus tôt. J'ai ici un petit vidéo qui avait été produit par Russell Crowe, justement, pour Star Exterminator, qui démontre bien l'entraînement du réseau en question. Donc, on part avec la photo originale et on va voir tranquillement pas vite les étoiles commencer à disparaître. Au début par des points noirs, comme là, et qui vont tranquillement pas vite commencer à être remplacés par d'autres étoiles. Ou excusez, j'en vais bien un peu. Les étoiles vont être remplacées par
des couleurs qui vont faire du sens avec l'image. Donc, il va mettre du bleu dans cette étoile-là ici. Puis qui va être du bleu plus foncé là, et du blanc là, et du rose là. Et on voit qu'il est rendu, il a pas mal fini là. Donc, comparaison avec le avant et le après. Cet entraînement-là a nécessité, pour générer cette image-là, il a pris 2 semaines en utilisant 2 cartes graphiques de haut calibre. Parce que l'entraînement d'un réseau neuronaux va beaucoup utiliser, l'exécution aussi, va beaucoup s'appliquer sur les cartes graphiques parce que les cartes graphiques sont très optimisées pour les calculs en parallèle. Alors que les CPU sont optimisés pour les calculs en série. Ils vont les enchaîner très vite, un à la suite de l'autre. Mais quand on a 14 millions à faire, ça devient intéressant d'être capable de les répartir et d'en faire 3 millions à la fois. D'où le fait que ceux qui font la manipulation pour faire exécuter les TensorFlow sur leurs cartes graphiques NVIDIA, Star Exterminator passe de 40 minutes à 30 secondes. Fait amusant, comme les cartes graphiques et l'ordinateur en question génèrent beaucoup de chaleur, ben, le garde-robe ou l'ordi pour cet entraînement-là est stocké, il ne peut pas serrer de chocolat là. Ouais. Le chocolat fond. Est-ce qu'il y a une vidéo comme celui-là, David, pour Blur Exterminator? Non, malheureusement. Okay. Cette vidéo-là provient directement de sa chaîne YouTube en passant. J'ai mis l'adresse en dessous et la présentation va être disponible sur Discord. Okay. Je vais essayer de mettre la vidéo aussi, mais au minimum le PowerPoint va être là. Donc, pour interpréter des images, on commence à se rapprocher là, de l'astrophotographie. Vous êtes tous encore là? Oui. Je ne sais pas quelle heure il est. Midi 6. Il nous reste une demi-heure, à peu près plus 20 minutes en fait. Ça va, le plus gros est fait. Parfait. Donc, on a vu que les réseaux neuronaux demandaient des nombres à manger. Pas des pixels, pas des couleurs. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec les images? Ben, on les traduit en nombres, tout simplement. Un pixel puis une couleur, dans le fond, peut être exprimé sous la forme d'un nombre. Par exemple, les fameux codes hexadécimaux qu'on va utiliser dans des pages web. Le FF qui est blanc, 00000 qui est noir et la série des caractères 0 à F pour le code hexadécimal. Ben, on peut faire exactement la même chose avec les réseaux neuronaux, c'est-à-dire qu'on va traduire les couleurs en nombres, tout simplement, et on va donner chacun des pixels en entrée au réseau. Donc, un pixel, un neurone. Ça donne des réseaux qui vont avoir quand même des grosses entrées. Il y a 3 façons de traduire, grosso modo, les images en nombres. Donc, soit qu'on fournit les 3 couleurs en ligne par le réseau. Donc, chaque pixel va bouffer 3 neurones. La couleur verte, la couleur bleue, la couleur rouge. Pas nécessairement dans cet ordre-là. On va considérer la couleur comme un seul gros nombre. Les couleurs de base peuvent être évaluées à 65 millions et quelques de couleurs. Donc 0 probablement noir, 1 blanc et 350, mais mettons 35 500 000 va être à peu près, mettons, dans le rouge, exemple. Je donne des chiffres de même. Ou sinon, on va séparer l'image en 3 canaux séparés, le rouge, le vert, le bleu, ce qui va nous donner des images noires et blancs. Et on va traiter chacun des canaux séparément. Et souvent aussi, pour limiter la taille du réseau neuronal, on va séparer notre image en tuiles, puis on va reconstituer l'image à la suite. La majorité des réseaux neuronaux pour les images font ça, pour l'aspect des tuiles. Donc ici, j'ai mis une représentation visuelle justement de ce que ça donne avec la séparation des canaux. On a notre image couleur, on la sépare en canaux, on obtient nos nombres, on passe chacune des images à travers le réseau neuronal sous forme de tuiles. On reconstitue nos images et on obtient un résultat à la sortie, qui va être à nouveau une autre image couleur. Jusque-là, ça va? TensorFlow et PyTorch sont des librairies de base open source qui vont être beaucoup utilisées pour créer des réseaux neuronaux. StarNet++ et tous les Exterminators sont basés sur TensorFlow. TensorFlow est publié par Google
et PyTorch est par Meta, la compagnie qui gère Facebook. Les deux sont open source, mais simplement labelés par les deux compagnies que je viens de mentionner. Les deux sont basés sur le langage de programmation Python. C'est probablement la diapositive la plus utile pour vous si vous voulez en créer une, en fait. Donc, Python pour les manipuler. Les deux vont avoir des versions pour utiliser les cartes graphiques plutôt que les processeurs. Et la majorité des réseaux neuronaux partent de ceux-là. TensorFlow a eu une grosse vague de popularité et c'est un peu l'architecture par défaut utilisée. Mais si vous voulez être à la mode, PyTorch est rendu celui qu'il faudrait apprendre. Petit point intéressant, pour utiliser ces deux librairies-là, il faut que votre processeur, si vous utilisez le CPU et non pas le GPU, doit être capable d'interpréter les opérations AVX2. Si votre CPU ne supporte pas ça, vous allez avoir certains petits problèmes comme StarNet qui n'apparaît pas dans PixInsight ou les Exterminator qui fonctionneront tout simplement pas. Les AVX2 sont un set d'instructions que l'intelligence artificielle va utiliser, mais ce n'est pas tous les CPU qui vont comprendre. En général, les CPU bas de gamme ou qui vont être plus vieux les supporteront pas. Donc, si j'ai eu un cas de support justement sur Discord récemment où la personne ne voyait pas StarNet dans la liste des process de base de PixInsight, son CPU ne supportait pas tout simplement. C'est un peu comme si on essayait de parler espagnol à un CPU qui parle juste français. Et, bon, peut-être pas le meilleur exemple. Mettons, essayer de parler japonais à quelqu'un qui parle français. Parce que c'est pas français, espagnol, c'est relativement, les deux parlent du latin. Donc, ça nous amène en termes de changement d'approche. D'habitude, un algorithme de base va être développé un peu de la façon suivante. On identifie un but, on va soumettre un modèle mathématique ou d'ingénierie pour résoudre le problème en question. Et on va passer un certain temps à le coder avec des boucles et des conditions et des variables traditionnelles. Et on va espérer à la fin que ça fonctionne bien. Et tous les paramètres de l'algorithme en question vont devoir être déterminés à la main en laissant les plus difficiles à l'utilisateur, ce qui va nous permettre par exemple d'avoir des gradateurs pour dire je veux appliquer un gros effet ou je veux appliquer un petit effet. Dans le cas d'un réseau de neurones, on va encore une fois identifier notre but, mais on va développer à une place, plutôt que déterminer comment résoudre le problème, on va plutôt déterminer une façon d'évaluer la performance d'un réseau de neurones, créer un ensemble de données d'entraînement, proposer le réseau de neurones en soi et procéder à son entraînement. La différence principale, c'est que le développeur va pouvoir se concentrer sur des aspects peut-être un peu plus fun. Poser le problème, comment évaluer les résultats et pouvoir superviser l'entraînement pour le voir s'améliorer. Ce qui revient à peu près au même niveau de joie que de voir son enfant commencer à marcher. Tous les paramètres ajustables sont appris pendant l'entraînement. Évidemment, on n'a pas envie de définir 3 milliards de constantes à la main. Les avantages et les inconvénients que ça peut emmener. Avantage, ça peut être mis en place relativement rapidement. On a vu tout à l'heure que l'entraînement de Star Exterminator a demandé 2 semaines. Personne n'est capable d'écrire un algorithme de suppression d'étoiles en 2 semaines. Bon, ok, ça prend un peu plus que 2 semaines pour générer un Star Exterminator, mais ça reste quand même plus rapide au final que d'écrire le code en question pour faire le même travail. Si l'architecture est bien mise en place, ça peut s'auto-entraîner. Donc, ça va être pratique particulièrement quand l'ensemble de données va avoir à subir des variations. Ce qui n'est pas nécessairement tant le cas pour l'astro, mais plus pour des usages industriels. Permet de répondre à des problèmes d'une complexité gargantuesque, comme par exemple justement affiner les détails d'une galaxie sans augmenter le bruit, ou supprimer toutes les étoiles d'une image sans effacer les petites galaxies au travers. Le programmeur peut se concentrer sur le but et non l'algorithme en soi, et on peut tirer parti du matériel disponible de manière plus ou moins large. Bonjour les scammers qui achetaient toutes les cartes graphiques à une époque.
et se baser sur le logiciel de base défini comme PyTorch et TensorFlow. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est d'une complexité phénoménale. Si vous aviez vu, personne ne veut ajouter les 14 millions, un poids des 14 millions des réseaux qu'on a vu tout à l'heure. On ne peut pas le débugger, on ne peut pas le corriger de façon locale, on ne peut pas raisonner ni négocier avec lui non plus. Et on ne peut pas, parce que comment identifier le poids à travers lequel corriger, et ensuite, changer la valeur d'un poids pourrait tout simplement mener à l'effondrement du château de cartes, littéralement. Tu changes une valeur, soudainement, ça ne marche plus. Les comportements, peuvent avoir des comportements particuliers, puis ils sont pour ainsi dire inexplicables, comme je mentionnais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'une version a effacé une étoile, puis que la version suivante ne l'efface plus. Encore, c'est semi-expliquant, parce qu'on est probablement parti d'un poids de départ qui fait qu'on est arrivé à un minimum local moins prometteur que celui qu'on aurait pu avoir si on était parti d'une autre valeur, mais outre ça, en cas de défaillance, on ne peut pas le corriger, on repart à nouveau au complet. Si tu veux l'améliorer, tu recommences encore une fois à nouveau. Soit qu'on a un meilleur point de départ pour les poids, un meilleur ensemble d'entraînement ou une meilleure loss function pour évaluer. Le processus va être limité à son entraînement, donc on ne pourra pas vraiment l'étendre. Si tu veux l'étendre, tu recommences un nouveau qui va être capable d'inclure la nouvelle fonctionnalité que tu veux y faire. Et il ne sera pas nécessairement approprié non plus pour des images à usage scientifique, à cause des risques de détruire des données particulières ou un peu plus essentielles. Si vous faites vraiment de la science pure, on recommande de rester sur les algorithmes traditionnels. J'aurais-tu une question? Non, c'est bon. Non, ok. On achète. Donc, dans les logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle, on en a vu quand même plusieurs apparaître dans les dernières années, dont par exemple la suite de Topaz Lab, qui débrouille Affine et compagnie. Skylum Luminar aussi, et dont Luminar Neo qui va appliquer des fonctions de base sur les images, mais à travers l'intelligence artificielle, comme par exemple augmenter la luminosité dans les zones seulement. Il détermine par le réseau neuronal où sont les zones qui doivent éclairer versus les hautes lumières, au lieu d'avoir une fonction mathématique qui dit « Ah, t'es en dessous d'une luminosité, mon. » Photoshop et Lightroom migre tranquillement pas vite vers des modules d'intelligence artificielle. On a vu une update récente de Lightroom justement où le nouveau module de débruitage utilise l'IA. La suite Exterminator de Crowman, évidemment. Les StarNet 1 et 2, et il y en a d'autres qui sont moins connus, que je n'ai pas listés. Donc, en termes d'éthique d'utilisation, il y en a qui considèrent, ou considéraient au moins à une époque, là je tombe un petit peu dans le diagramme de Venn avec Martin, qui considèrent les opérations AI comme étant fake ou de la triche, artificielle. Est-ce que tu as vraiment eu ce petit bras dans cette galaxie-là, ou est-ce qu'il a été rajouté par un truc qui considérait qu'il en fallait un lot, qui n'était pas toi? C'est ça. Mais, sauf qu'on a vu que finalement, les réseaux de neurones, tels qu'on les connaît en 2023 en tout cas, au final, c'est un outil juste construit d'une manière différente de ceux qu'on utilisait traditionnellement. Traditionnellement, si on voulait un algorithme d'affinage de détails, on passait par un algorithme de convolution qui passait une matrice sur chacun des pixels puis qui appliquait des fonctions mathématiques dessus. Là, la fonction mathématique, elle est simplement appliquée à plus grande échelle sur l'image, mais il n'y a pas de détection d'arriver et de dire « Ah, il n'y a pas un robot qui arrive et qui dit « Ceci est une galaxie et je dois faire quelque chose de particulier avec là. » C'est une fonction mathématique d'une complexité phénoménale qui fait juste prendre en paramètre une série de pixels et la changer. Donc, au final, quelle différence il y a entre passer par Easy Denoise ou pas Blur, mais Noise Exterminator? Les deux appliquent des calculs mathématiques sur des pixels. Oui? Dans les calculs mathématiques sur les pixels qui sont appliqués, si je prends Star Exterminator et j'ai un gros halo, okay,
est-ce que quand il va enlever mon halo, il va faire une moyenne des pixels alentour, puis essayer de me rapetisser, d'affiner mon étoile, ou il va se dire, ah, je vais aller sur une... Je sais c'est quelle étoile est en question là présentement, je vais aller sur une étoile qui est beaucoup plus nette, puis je vais savoir l'information qui se trouve derrière mon halo, puis je vais la placer dans l'image que j'essaie de corriger. Possiblement. Ça va dépendre de comment que l'entraînement va avoir calibré les poids. Ça va dépendre aussi en partie de comment le réseau neuronal va être construit, parce qu'il y a une certaine logique derrière combien de couches de neurones on va mettre, combien de neurones qu'on va mettre dans les couches. Logique que je ne suis pas en mesure d'expliquer. Ça, c'est les data scientists qui peuvent donner ces explications-là. Mais il y a une certaine forme de logique qui pourrait mener à ce genre de comportement-là. Tout comme le réseau pourrait aussi, dans son entraînement, décider que non, il va juste écraser l'étoile avec du bruit bizarre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de pixels vraiment lumineux là. Pourrait décider de juste mettre un rond noir ou de remplacer une étoile avec une autre. Sauf que, justement, selon la loss function, on va lui dire non, c'était pas correct, tape ses doigts, recommence avec une autre image, puis fais-moi quelque chose de différent. Mais à partir de là, comment est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est peut-être un peu la partie, justement, qu'on pourrait considérer intelligente, entre guillemets, encore une fois. C'est que le réseau va s'auto-déterminer sur comment est-ce qu'il va appliquer une certaine opération. Oui? Est-ce que l'utilisation de Star Exterminator, est-ce que le résultat peut être différent d'une fois à l'autre? Si je le pars, là, il va m'enlever mes étoiles, mais tu sais, mettons qu'il me reste une petite quelque chose, une place, puis là que je le recommence et je me fais un clone, là, je le recommence sur le clone, est-ce que le résultat va toujours être pareil ou il peut être différent? Le résultat devrait toujours être pareil. D'un, parce qu'on n'est plus en processus d'entraînement. Les poids ne changent plus à chaque fois. Et après ça, les poids ils sont coulés dans le béton a été figé et ça devient... Si je suis très réducteur, on pourrait comparer ça à une grosse expression pixel math avec un paquet de chiffres fixes dedans. Mais tant que tu ne vas pas changer tes chiffres fixes dedans, il n'y a pas de raison particulière pour que si tu l'exécutes à 9h le matin, il donne le résultat X, puis qu'à 9h05, il donne le résultat Y. À moins d'avoir une nouvelle version. À moins d'avoir une nouvelle version, mais là, à ce moment-là, c'est un autre réseau neuronal qui contient d'autres poids, potentiellement plus ou moins de neurones, plus ou moins de couches. Bref, c'est comme si c'était une deuxième personne qui faisait le travail. Deux personnes ne vont pas donner exactement le même résultat, mais on peut s'attendre à ce que la personne A donne toujours la même affaire, particulièrement dans le cas d'un ordinateur. Il y a 21 millions de paramètres dans Star Exterminator. Puis chacun des pixels est passé à travers ces 21 millions de paramètres-là. À la fin, ça va être la même affaire. Si tu multiplies 1 par 2, tu ne peux pas attendre à avoir d'autre chose que 2. Quand même que tu le refasses 150 millions de fois, 1 fois 2, ça va donner 2. Et si tu changes le 2, évidemment, ça va donner un autre résultat. C'est ça. Donc, mais à la place d'avoir juste un chiffre 2, il y en a 21 millions dans le modèle. Et avec probablement des nombres à virgule, avec 14 chiffres de décimales, puis que tu n'as pas nécessairement envie de tout voir par toi-même. C'est quand même un node à l'intelligence humaine, on appelle ça l'intelligence artificielle, mais c'est quand même un node à l'intelligence artificielle d'avoir un modèle qui passe de quelque chose à travers un truc raisonné, puis qui donne peu importe l'entrée, la majorité des entrées d'images astronomiques, c'est vrai pour les photos de chats et les photos d'oiseaux qu'on voit dans les publicités qu'on a sur Facebook. Mais c'est quand même super impressionnant de voir que peu importe ce qui rentre, ce qui sort, ça fait du sens. C'est ces 21 millions de paramètres-là qui font que ça arrive à un résultat qui est cohérent. Mais il faut répondre à la question. Quand tu enlèves les étoiles, qu'est-ce que le logiciel met en dessous? C'est une invention. C'est une invention. Tu sais, quand on enlevait les étoiles avec l'ancien modèle dans PixInsight, quand on enlevait les étoiles avec en enlevant les structures, les trucs de même, on faisait enlève-moi ce truc-là, ben ce qu'il y avait en arrière, c'est un trou noir. Tu sais.
On se promenait avec une image qui avait un trou noir, on traitait ça séparément, puis à la fin, on remettait nos étoiles dedans, et on venait de boucher le trou noir. Là, ben, il y a quelque chose. C'est pour ça que d'ailleurs que dans les algorithmes, il faut qu'on fonctionne avec l'inverse de l'image. Quand on refusionne, on ne peut pas juste additionner les deux, parce que là, c'est comme. L'algorithme va remplacer l'étoile par quelque chose. C'est pas zéro qui est en arrière, c'est quelque chose. C'est quelque chose-là, c'est une pure invention de mathématiques. Oui. Qui fait un certain sens. C'est aussi une belle ode à l'intelligence humaine d'avoir eu des cerveaux qui ont été capables de penser à ce concept-là et de le mettre en place. C'est quand même des machines qui calculent des milliards de chiffres par image et qui arrivent à un résultat qui est, pour ainsi dire, les calculs mathématiques effectués par ça sont au-delà de la capacité du meilleur cerveau humain de l'histoire. Il n'y a personne qui est capable de calculer tout ça, puis même s'il y arrivait, parce que oui, en prenant son papier et son crayon, il finirait par y arriver. Après peut-être la 25e réincarnation. Ouais, mais c'est ça. Ça nous prendrait un modèle comme fondation. Mais David, quand le modèle ne fonctionne pas bien, supposons qu'on ait 10 000 personnes qui achètent son logiciel à Russell Crowe, puis on trouve tout un petit bug. Là. Lui, il faut qu'il reparte les données au complet. Oui, il va le faire. Idéalement, comme André mentionnait, Russell, il va te demander, OK, le modèle ne marche pas avec tes images, peux-tu m'en envoyer quelques-unes que je vais intégrer au réseau d'entraînement, de sorte que la fois d'après, il va arriver et il va dire, pendant l'entraînement, il va faire, OK, j'ai un nouveau type d'image. J'humanise le processus, mais j'ai un nouveau type d'image, attends un peu, il faut que j'en tienne compte aussi dans la façon que je vais calculer le résultat de la sortie de cette image-là. Il a intérêt à ce que tout fonctionne vraiment bien, parce que si chacun de nous lui trouve un petit bug, il n'est pas sorti du bois. C'est pour ça aussi qu'on veut avoir un ensemble d'entraînement le plus vaste et le plus diversifié possible. Parce que sinon, justement, on tombe dans le surentraînement. Si, mettons, Russell utilisait que ses photos à lui, son réseau va devenir surentraîné à ses photos à lui, puis il ne sera pas capable de s'en servir quand il va vouloir faire une nouvelle photo, parce que justement, il est bon juste sur les photos qu'il a données. Donc, rendu là, aussi bien aller les retraiter à la main à chaque fois. Donc, l'idée, c'est justement d'aller et dire, on te donne, au lieu de te donner, mettons, juste la table des multiplications de 2, on va te donner la table justement de 0 à 12 pour que tu fasses à un moment donné le lien et dire, OK, c'est comme ça que ça marche une multiplication. Et donc, après ça, par logique, je suis capable de faire 13 fois 13. Dans toutes circonstances, je vais être capable de trouver le chemin pour résoudre. Exactement. Ça ne fonctionnera pas tout le temps parfaitement. Oui, parce que justement, l'entraînement constitue une forme de moyenne des réponses attendues pour l'ensemble de données. D'où le fait, encore une fois, qu'on veut avoir le plus vaste possible, parce que justement, on veut avoir la moyenne la plus parfaite possible, sans trop dépasser non plus pour atteindre le surentraînement. On pourrait imaginer aussi un nouveau plugin qu'on pourrait proposer à Russell de dire, on est tanné de faire des bias, des darks et des flats, on va faire une calibration intelligente d'un paquet d'images qui sont bien réalisées. On va entraîner les images en partant de l'image de départ qui n'est pas calibrée, puis en montant l'image calibrée à la fin. Puis, comme un plugin qui me passe d'une image à l'autre, sans que je sois obligé de faire des flats, parce que mes dust mods, ils changent de place à la bout de champ. Puis, je suis tanné, je ne veux plus en faire. Comme ça. On part de l'image non calibrée, l'image, entre guillemets, calibrée par l'intelligence artificielle. Oui. Et après ça, on la stack. Oui. On n'a plus aucun défaut dans notre image. Pas de pixels noirs, pas de pixels chauds, pas de motons, pas de grettes, pas de bloom sur les étoiles, par exemple. Oui. Puis ça, c'est un autre exemple. On pourrait imaginer un paquet d'autres. Est-ce que PhD, ça a une forme d'intelligence artificielle parce que ça apprend de l'expérience, de ton guiding, et ça l'ajuste? PhD en tant que tel, non. Là, ce qui va être potentiellement à apprendre un peu, c'est quand tu vas appliquer l'algorithme du Predictive Error Correction. C'est ça que je veux dire. Je ne suis pas sûr qu'on peut le qualifier d'intelligence artificielle, mais il va définitivement utiliser le concept d'apprentissage machine.
Mais l'apprentissage de la machine n'est pas nécessairement un réseau neuronal qui va être en arrière de ça. Donc, ma question pour toi et tout le monde, c'est quoi les opportunités d'utiliser ce genre d'intelligence artificielle dans l'astronomie, autre que dans le processing des images? J'ai quelques diapositives là-dessus qui s'en viennent. Parfait. Donc, pour terminer rapidement, il n'y a pas vraiment de différence au final à passer une fonction mathématique qui calcule des matrices de pixels versus une fonction mathématique avec 14 millions de nombres dedans qui processe encore une fois des pixels. Et dans les deux cas, si on en abuse, on va obtenir des mauvais résultats au final. Passer 6 fois Blur Exterminator sur votre image, donc, ça demande quand même important de choisir les programmes qu'on va utiliser avec l'intelligence artificielle dedans. De la même manière, justement, qu'on va choisir une personne qui va pratiquer le bon métier pour effectuer la réparation qu'on a besoin. On ne demandera pas à l'électricien de réparer notre lavabo. De la même manière, on ne va pas nécessairement préférer, par exemple, Topaz Lab pour affiner des galaxies. Topaz est conçu pour traiter des photos génériques, des chats, des oiseaux, des paysages et compagnie. S'il arrive sur une galaxie, ça se peut qu'il décide d'affiner notre galaxie avec du poil de chat. C'est un résultat potentiel. Parce que justement, alors que les Exterminators, je prends eux parce que c'est ce que je connais le plus, ils ont été entraînés spécifiquement pour des images astronomiques, d'où le fait que je parlais qu'il a une forme de surentraînement. Blue Exterminator ne va pas recréer des détails dans la fourrure d'un chat, alors que Topaz, oui. Mais Topaz ne va pas nécessairement bien refaire les détails d'une galaxie, parce que justement, dans son ensemble, il inclut des chats. Donc, au final, encore une fois, ça revient encore à la bonne vieille maxime de choisir le bon outil pour effectuer le travail qu'on a à faire. Donc, en astrophoto, comme on a vu un peu plus tôt, les réseaux neuronaux ne datent pas d'hier, seule leur popularité l'est vraiment. La démocratisation des connaissances, comme on est en train de faire là, permet à des gens de s'y lancer. Donc, probablement que dans les années, voire mois à venir, on va voir d'autres modules basés sur l'intelligence artificielle qui vont faire d'autres opérations ou des opérations qu'on fait déjà, mais en mieux. Les ordinateurs grand public aussi sont beaucoup plus puissants qu'à une certaine époque. Aujourd'hui, on peut avoir des processeurs, des ordinateurs avec 32 cœurs de CPU, puis des 2, 3, 4 graphiques qui vont inclure chacun des 6000 CUDA, qui vont permettre d'exécuter des réseaux comme ça. Des Neural Engine. Des Neural Engine. Oui. Les crypto-monnaies font un peu appel aux mêmes techniques de computing au final. Ça aussi, ça avait fait mal au marché des cartes graphiques pour ceux qui en voulaient une pour eux. On peut considérer même en fait que l'astronomie, l'astrophotographie arrive tard dans le party de l'intelligence artificielle, considérant qu'elle était déjà là un peu partout. Les conduites autonomes, les engins de traduction, les traitements de vidéo et tout ça, la reconnaissance vocale aussi, l'utilisent depuis des années. Alors que les engins d'astronomie, 3-4 ans gros max. C'est une niche. C'est une niche, oui. C'est niché. Oui. Donc, en astrophotographie amateur, pour l'instant, on est pas mal limité aux 3 opérations suivantes, c'est-à-dire le traitement du bruit, l'affinage des détails, puis l'extraction des étoiles. Je pense qu'il y a de quoi qui s'en vient ici et là pour l'extraction des gradients dans les images. Mais le Raw Exterminator. Il est basé sur il est basé sur AI, celui-là? Je ne l'ai pas beaucoup vu, fait que je pose la question. Je suppose. Mais c'est du DBE, hein? C'est la même approche, sensiblement, que DBE dans PixInsight. Puis il enlève vraiment le gradient de façon très efficace. Gros avantage, c'est gratis. Mais c'est très efficace. Ce serait peut-être à vérifier. Il faut, par exemple, que tu traites ton image dans l'autre logiciel et que tu ramènes ta photo après dans Oui.
Ouais, c'est Oui, ça, c'est c'est juste ce que j'avais relatif. vu un peu. Il Mais n'est pas c'est dit, par ça, exemple, que c'est- s'il devient très populaire, que PixInsight ne va pas l'intégrer par lui-même. Il est arrivé ça d'ailleurs avec StarNet. Au début, c'était un module externe, il fallait que tu sauvegardes ton image, lui donner, puis la ramener. Maintenant, StarNet est intégré d'office. Voilà. Pour autant, évidemment, que ton CPU le supporte. Ouais. Mais ça me surprendrait parce que DBE et ABF fait la job aussi dans PixInsight. L'idée qu'eux ont eu, ces gars-là, je pense, c'est d'avoir une application gratuite justement pour ceux qui n'utilisent pas PixInsight. Puis tu sais, tu sors de AstroPixel Processor ou Deep Sky Stacker, tu enlèves le gradient, puis tu t'en vas dans Photoshop ou dans GIMP. Ben ça, à la limite, il y avait déjà Cyril aussi qui le faisait. Cyril le déjà. fait. Mais dans PixInsight, je crois avoir lu là, sur le forum des YAD que, en fait, DBE et ABE, c'est deux process qui sont quand même assez, entre guillemets, vétustes, là, dans le sens qu'ils sont là depuis longtemps. Là. Ils n'ont pas changé non plus. Il y a peut-être eu des ajouts pour l'amélioration de la détection du bruit. La meilleure sélection des pixels. Je pense que ça vient d'ajouter chose de nouveau. Ça se peut. Voilà. Ouais, ne serait-ce que pour mettre à jour des processus pour quelque chose de plus performant, soit en vitesse, soit en résultat, ça pourrait valoir la peine. Oui. On continue. La classification de données, on a des projets de recherche qui étudient, qui scannent le ciel et qui recherchent des comètes, des galaxies et compagnie. L'intelligence artificielle est très bonne pour justement faire de la catégorisation. Donc, par exemple, il y avait un projet qui était public, qui était Galaxy Zoo, où ce que les gens pouvaient arriver et dire « Ah oui, cette image-là contient effectivement une galaxie de tel type ». Ça, c'est ce qu'on appelle justement la création d'un ensemble d'entraînement. À partir des résultats de ça, on a pu créer justement l'ensemble d'entraînement et donc un réseau neuronal qui peut s'occuper de faire toutes les autres classifications de galaxies pour nous beaucoup plus rapidement. Donc, puis ça, ben, c'est pas seulement les galaxies, ça peut être justement les comètes, les astéroïdes et compagnie. Panstar est peut-être dans cette catégorie. Je pense que oui, effectivement. Je connais lui. La détection d'exoplanètes aussi est un bon domaine où l'intelligence artificielle fait des prouesses. Par exemple, si vous essayez de détecter les exoplanètes dans cette image d'étoile-là, bonne chance. Mais pour certaines raisons qui m'échappent et qui sont là de mon niveau, le réseau neuronal a été capable de les détecter en analysant probablement plusieurs images de l'étoile, a fini par accrocher sur certains pixels à une luminosité un peu différente qui bougeaient et a permis de sortir les points pour dire, bon, ben, il y a 4 étoiles ou 4 exoplanètes autour de cette étoile-là, par exemple. Ça, c'est une autre application de l'intelligence artificielle. David, ça, c'est pas le même plugin de Nina. Il y en a qui Non. sont On n'est plus du tout dans la suite de Star Exterminator. Là. ça, c'est des réseaux neuronaux qui ont été développés à des fins très particulières. Puis, ces réseaux-là ne traiteront pas vos photos de chat. Ils pourraient peut-être détecter les puces. La recherche des trous noirs bénéficie également de l'intelligence artificielle. Déjà en 2016, Cathy Bowman avait utilisé les concepts d'apprentissage machine pour la mise au point de l'algorithme SHIRP, qui avait permis justement de traiter le data brut j'ai appelé sur le nom, le Event Horizon Telescope. Donc, pour traiter les data brutes, il y a eu un module d'apprentissage qui a été mis sur pied pour traiter ce data-là et obtenir notre image finale, semi-finale en 2019. Et Martin, on a parlé un peu hier, on est encore dans le diagramme de Vinci. On a mis sur pied des modélisations de trous noirs et on a appris un réseau neuronal comment traiter des images de flux de trous noirs pour obtenir une image un peu plus précise, qui nous a emmené notre image à la droite ici, qui permettait techniquement d'utiliser la pleine puissance du Event Horizon Telescope encore une fois. Ça, ce sont quelques-uns des projets de recherche astronomique ou l'intelligence artificielle que j'ai pu réussir. Ce qui nous amène aux conclusions.
Je vous l'ai dit qu'on achevait. C'est vrai, là. Donc, les réseaux neuronaux, au final, nous permettent de faire de grandes choses, mais ils ne sont pas magiques ni intelligents. Comme au final, ce sont juste de grosses fonctions mathématiques dont les constantes à l'interne ont été autodéterminées par calibration. Tout simplement. Ils ne créent rien, ils n'inventent rien, ils ne réfléchissent pas. Même les chats GPT qui sont super impressionnants à générer des textes, au final, ils ne font que répéter un entraînement où ils enlignaient des mots un à la suite de l'autre qui faisaient du sens par rapport au texte qu'ils ont été entraînés. Rien de plus et tout de moins. D'où le fait que c'est important de ne pas leur poser de questions trop précises parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la réponse à cette question-là. Ils ont simplement reçu un texte et ils génèrent un texte en réponse qui semble approprié. Mais ça peut être de la bullshit totale. D'où l'importance aussi de réviser qu'est-ce qui nous génère pour voir. Ils vont permettre de résoudre des problèmes infiniment complexes à résoudre autrement, comme par exemple la programmation traditionnelle et le traitement astrophotographique n'y échappe pas, comme par exemple justement l'extraction d'étoiles ou écrire un code pour ça prendrait des mois, voire des années. Et leur utilisation est au final toujours soumise aux mêmes règles que les autres outils, c'est-à-dire si tu ne prends pas le bon outil, tu vas avoir des mauvais résultats. Et si tu les utilises trop intensément et avec trop d'avidité, vous réveillerez le balrog. Non, pas vrai. Vous allez juste avoir de mauvais résultats, encore une fois. Et je termine sur une citation finale qui provient d'un papier écrit par Noam Chazir, qui travaillait pour Google à ce moment-là. Travaille peut-être encore. On n'offre aucune explication sur pourquoi ces architectures semblent fonctionner. Nous attribuons leur succès, si tant en est, à la bienveillance divine. Ce qui peut nous emmener à une période de questions, qui peut aussi être ouvert aux insultes ou aux commentaires. Mais rien de trop avancé encore une fois, parce que comme je disais, je ne suis pas data scientist, donc... Ne tirez pas sur le messager. Exactement. C'est pas évident d'expliquer ça. C'est pas évident d'expliquer ça. T'es pas mal bon. Ouais. Okay, merci. Non, mais le petit programme que tu as fait, là, c'était vraiment. Ça nous donne vraiment le portrait global. En tout cas, un bon portrait de ce que c'est. Je peux leur partir vite fait pour ceux qui n'étaient pas là. Moi, ce que je me demande pendant que je cherche ça, David, c'est pour les amateurs astronomes comme nous autres, qu'est-ce qui s'en vient dans ce domaine qui va nous aider à part le astrophotoprocessing? Pour l'astronomie, les possibilités pourraient, pour ainsi dire, être illimitées. En fait, la vraie limitation, ce sera... J'aime bien dire que le ciel n'est plus la limite parce qu'on l'a franchi depuis longtemps, on a même franchi la Lune. Mais au-delà de ça, c'est notre imagination qui va nous limiter, ainsi que la puissance de calcul de nos ordinateurs. Mais la puissance de calcul grimpe à vitesse exponentielle. On a les ordinateurs quantiques qui s'en viennent, qui pourraient en offrir encore offrir un très gros boost de ce côté-là. Après ça, c'est libre à nous de déterminer, de dire ça on peut faire ça, puis ça on peut pas le faire. Puis ce qu'on peut pas faire, c'est jusqu'au moment où quelqu'un arrive et dit ben non, si on fait ça de telle façon, on va pouvoir le faire. Je trouve que dans le processing, il y a des choses qui ont évolué, mais dans l'acquisition, je pense qu'une grosse limitation, c'est le seeing. Ben, c'est la maudite atmosphère. Il faudrait juste l'enlever. Ouais, en plus, ça pue. Non, mais si on pouvait ajuster les gros télescopes qui sont des lasers, ils ajustent leur miroir basé sur le laser. Il pourrait y avoir de l'intelligence artificielle reliée à ça. On pourrait très bien imaginer qu'un jour, on peut avoir une petite caméra avec un petit laser qui va justement analyser le seeing et avec un modèle d'intelligence artificielle qui va détecter comment ajuster la caméra et peut-être affiner le guidage en supplémentaire. Il faudrait qu'il y ait comme une sorte de miroir ou une lentille qui va être capable de bouger très rapidement parce que la façon que les gros télescopes marchent, ils ont des actuateurs
qui vont changer très légèrement la position du miroir pour ajuster pour le seeing. Puis c'est sûr que c'est un Mais gros... ça existe déjà. C'est exactement ce qu'ils font, là. Ça existe Ouais, déjà. non, mais pour nous. Pour nous. Oui, il y a toujours la démocratisation de la technologie. Ça commence toujours dans les hauts domaines scientifiques. Puis ça finit par cascader vers nous. Non. Mais il y a des Ouais, peut-être pas les télescopes lasers, qui mais par vont- exemple, on pourrait avoir un modèle d'intelligence artificielle qui viendrait analyser en temps réel nos images de guidage, peut-être à une fréquence plus élevée que 1 ou 2 secondes, mais qui viendrait analyser justement le seeing et adapter le guidage en conséquence. Peut-être qu'à un moment donné, le guidage ne se fera plus par une détection de points lumineux dans une image, mais littéralement par l'analyse d'un flux vidéo qui va tenir compte de la position des étoiles et du seeing et de l'ondulation de net. Mais ça, c'est quelque chose qui est libre à faire. Si quelqu'un veut se lancer, il y a maintenant les connaissances de base pour partir. Là. Je pense qu'un Pas vrai pour auto- terminer, mais pour partir. Un vrai autoguidage, tu devrais le faire avec l'image, avec la caméra primaire. Là. Ça serait bon. Oui. En fait, il pourrait littéralement le faire avec le signal. Il pourrait dupliquer le signal puis analyser ça en temps réel aussi. Mais il y a du on-axis guiding. Au-delà de Foresight Innovation, C'est ce qu'il a fait. là-dedans. Ouais. Foresight est là-dedans. Mais en une application que moi je verrais peut-être en astronomie, c'est un réseau dans lequel tu dis j'ai tel capteur, il y a tel âge ou tant de accumuler tant d'heures, minutes, d'heures, et puis réduis le bruit, puis fais mon bias. Oui. C'est en connaissant Oui. le capteur, lui peut déterminer qu'il est rendu là au niveau du bruit, puis il est rendu là au niveau du bias. Oui. Bingo, là. On pourrait littéralement avoir un réseau neuronal qui pourrait générer ce genre de truc-là, oui. Il pourrait avoir une entrée avec justement les paramètres que tu viens de dire là. Je passe à travers un réseau et génère une image qui vient dire ah, ouais. Voilà un certain flat, puis oui, il pourrait. Le flat, Space is the limit. Ben voilà. Le flat, ça va être plus compliqué parce que c'est Ben ça, c'est optique. C'est optique, c'est n'importe quoi. Oui. Je pense pas qu'il y ait. Voilà. Cloud Exterminator. Oui, ça, Cloud Exterminator. Il faudrait mettre Chrome Oui, là-dessus. oui, non, mais quand tu peux faire de la radioastronomie. Ouais. Tu peux faire de la radioastronomie. Même passer nuageux, ouais.